Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com, toujours autour de l'actualité du Covid-19. Je suis ravie de vous accueillir ce soir et d'animer cette session avec Jean-Luc Stanislas. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Nada, bonsoir à tous les participants et bonsoir Corinne Isnar-Bagnis et puis bonsoir également à Olivier Babinet. Merci à tous de votre présence pour ce nouveau webinaire. Merci beaucoup Nada. Merci d'être nombreux à nous suivre ce mardi 2 juin. Vous êtes vraiment de différentes régions de France, d'outre-mer également, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Le numérique nous rapproche vraiment. Je remercie également les quelques représentants des institutions qui nous suivent également, comme la Haute Autorité de Santé, les ARS, les CNAM ou encore l'Agence du numérique en santé. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir tous ensemble. N'hésitez pas tout le long de ce webinaire à poser vos questions sur le chat et nous aurons le plaisir, Jean-Luc et moi-même, de les relayer à nos experts. Je précise également que cet échange est enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube de managersanté.com. Sans plus tarder, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir deux grands experts de la santé numérique, Dr Corinne Isnar-Bagnis, qui est praticien hospitalier en néphrologie à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à la PHP, également professeur en néphrologie à la Sorbonne Université. Et vous êtes l'auteur du premier MOOC européen sur les maladies rénales. Bonsoir Corinne. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonsoir Nada. Bonsoir Jean-Luc. Je suis ravie d'être avec vous. Super. Je suis également ravie d'accueillir Dr Olivier Babinet, qui est expert en transformation des organisations sanitaires. Il est directeur de santé interdépartementale et a pu diriger et conseiller divers hôpitaux, cliniques et services d'hospitalisation à domicile et centres de santé. Bonsoir Olivier. Bonsoir Nada, bonsoir Jean-Luc, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation et d'accepter aujourd'hui de partager votre expérience. Et la première question qu'on aimerait vous poser, c'est comment cette crise sanitaire liée au Covid-19 a-t-elle impacté les pratiques de la e-santé ? Merci Nada pour cette question. C'est une question qui est extrêmement large parce qu'on a vécu dans l'espace de 3 mois beaucoup d'événements concernant la e-santé au cours de cette épidémie. Donc ce qu'on vous propose pour répondre à cette question, peut-être, c'est de répondre en segmentant, en structurant la réponse sur les différents stades de l'épidémie pour bien serrer l'évolution de l'impact au fur et à mesure de l'évolution elle-même de l'épidémie. Donc, qu'est-ce qu'on a eu pendant 3 semaines? On a eu le stade 1 et 2, qui était en fait, l'idée c'était de casser les chaînes de transmission et l'objectif national c'était de freiner l'introduction du virus sur les territoires. Après, on a eu le stade 3, et l'objectif, la circulation du virus étant libre sur l'ensemble du territoire, était d'atténuer les effets de cette vague épidémique. Et enfin, on avait le stade 4, que l'on vit en ce moment, dans sa deuxième étape, qui est de revenir à la situation antérieure. Donc, si on regarde l'évolution des usages en e-santé au cours du stade 1 et 2, il n'y avait donc pas de circulation de virus, c'était simplement des cas sporadiques pris en charge individuellement dans le cadre du parcours de soins. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les cas asymptomatiques ont été pris en charge par les centres 15 pour l'interrogatoire et l'orientation des patients. Il faut rappeler, ce qui est important, c'est que la régulation médicale est un des 5 actes de télémédecine. On a souvent tendance à l'oublier, mais c'est un acte de télémédecine par téléphone. Donc, les centres 15 ont dû faire face à l'évolution, à l'accélération de l'épidémie. Cette solution s'est avérée efficiente, mais on a pu constater un rapide débordement quand même des moyens, puisque les centres 15 ont dû recourir à des ressources. Et peut-être Corinne, pourrais-tu compléter sur au niveau peut-être hospitalier? Oui, peut-être.
les informations, moi je vais vraiment intervenir en tant que témoin, peut-être en particulier de ce qui s'est passé dans une institution comme la mienne, qui est un grand hôpital public dans une grande ville en France. À l'assistance publique, on a tout de suite recouru à des bonnes volontés parmi des jeunes, des étudiants, pour donner un coup de main dans les salles de réponse téléphonique au SAMU, parce qu'en effet, il y a eu énormément de communication autour du fait que les patients devaient s'adresser au SAMU et que ça devait être ça la voie d'entrée dans la prise en charge. Ça a bien fonctionné, mais du coup, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'appels et de demandes de prise en charge. Et ensuite, on est passé au stade 3, où là, il y a eu les acteurs de la télémédecine. Donc, la stratégie stade 3, je vous rappelle, c'est révélé par le confinement, tout simplement, à partir du 14 mars. Et là, ça a été l'avènement d'une télémédecine un peu particulière, où tous les acteurs de la télémédecine ont joué le jeu. La réglementation de la téléconsultation s'est assouplie, et on est passé finalement d'une situation avec de multiples freins à un contexte où on avait de multiples opportunités, qui d'ailleurs a transgressé les normes actuelles, maintenant on peut dire antérieures, Ouais, et intangibles a priori. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont tiré les premiers, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même les plateformes privées de téléconsult. On l'oublie, c'est que le 5 mars, il y a une des plateformes, pour ne pas la nommer Doctolib, puis après les autres plateformes privées, qui ont mis à disposition gratuitement leurs services pendant la durée de l'épidémie de Corona. Et c'est simplement dans un deuxième temps que la CNAM a levé les freins, en particulier levé le verrouillage que vous connaissez tous imposé par l'avenant 6, qui à la fois définissait, mais en même temps bridait la téléconsultation, et en particulier a aboli les critères de territorialité pour le remboursement des téléconsultations par un décret, c'était le 10 mars, donc assez rapidement, mais un petit peu après. Et là, bien entendu, les patients ont bénéficié du remboursement de l'assurance maladie. Mais c'était après que la majorité des acteurs privés avaient déjà donné gratuitement leurs services. Donc, c'était un peu modéré comme action. Après, l'assurance maladie, très rapidement, après, une semaine plus tard, a considéré que les consultations étaient remboursées à 100%. Et l'assurance maladie a été encore plus loin, puisque même si la démarche, bien entendu, est moins recommandée, car moins sécurisée en principe, les professionnels de santé ont été autorisés à réaliser leurs consultations sur des applis plutôt grand public, que tout le monde connaît, WhatsApp, FaceTime, Skype, Zoom, Hangout et autres outils. Et par exception, en plus, depuis le 4 avril, la téléconsultation peut consister en une simple communication téléphonique pour permettre la détection, c'est-à-dire limitée, des cas suspects ou des cas Covid+, pour le suivi normalement de personnes particulièrement fragiles et patients sans accès aux technologies numériques, en particulier dans les déserts médicaux. Voilà. Et à la suite de ça, pour compléter son action, l'assurance maladie a également publié une série de textes qui sont multipliés. C'était assez intéressant. C'est pratiquement tous les jours, il y a des nouveaux textes géo pour ouvrir la pratique aux télésoins, qui certes avait été prévu dans la loi, mais qui s'est accéléré dans sa pratique et qui a été élargi en extrême urgence pour certains actes, en particulier pour les IDE, donc les infirmiers, les sages-femmes, les orthophonistes, je crois de mémoire, et les kinés. Voilà. La CNAM dit aujourd'hui que cette pratique devrait s'inscrire dans un cadre pérenne. Mais il n'y a pas que la CNAM, il y a aussi l'ANS qui a bien joué le jeu en proposant un guide, puisqu'il n'y avait pas de guideline dans le choix, c'est-à-dire que les gens étaient perdus, les praticiens, et il fallait un guideline. Et en urgence, l'ANS, donc l'Agence numérique de santé, pour aider les professionnels de santé dans leur choix de l'outil numérique, a proposé et a mis en ligne une liste d'une centaine de solutions de téléconsultation et de télésuivi. Pour chacune des solutions sont proposées les fonctionnalités avec en particulier le niveau de sécurité garanti qui est extrêmement important. Voilà un petit peu, si vous voulez, dans la phase 3, quelques éléments, mais ça c'est la partie, on va dire, technique. Mais ce qui est le plus intéressant et qui est le plus accéléré, c'est l'autre partie. C'est en fait les freins qui étaient soi-disant d'ordre technique, qui étaient soi-disant d'ordre organisationnel, que n'a-t-on entendu pendant des mois, pendant des années,
dire que les cabinets n'étaient pas équipés, que le problème de l'interopérabilité entre les outils de télémédecine et les systèmes d'information utilisés au quotidien, comme par exemple les DPI des professionnels de santé, ou qui se trouvent d'ailleurs, qu'ils soient en ville ou que la formation continue des médecins libéraux était une formation un petit peu trop récente. Et puis, comme par miracle, tous ces freins techniques, organisationnels, ont disparu. Et ce qui est encore plus intéressant, encore une fois, c'est sur quelques semaines, c'est que le comportement des professionnels de santé, tiré en fait par la demande des patients, a changé. Peut-être je te laisse la parole sur ce point-là, Corinne. Oui, justement, Corinne, vous donnez la parole justement à ce sujet. Oui, moi, ce que je trouve absolument remarquable, peut-être en première intention, c'est de souligner l'incroyable agilité de l'ensemble de l'écosystème. Alors, rétrospectivement, c'est connu que ces situations de crise permettent de lever des freins et qu'on se trouve des ailes à faire des choses qui étaient compliquées à mettre en place. Du point de vue d'un établissement hospitalier, ça faisait des années, nous, qu'on travaillait, vraiment quelques années, qu'on travaillait à la mise en place d'un certain nombre d'outils numériques pour la téléconsultation, le télésuivi, avec des procédures complexes, des outils qui n'étaient pas forcément au point, et beaucoup de freins de la part des usagers, beaucoup de questions qui ont volé en éclats par rapport aux patients, parce que la réalité de l'épidémie, ça a été de dire il faut qu'on reste en contact avec nos patients. Les patients ont des questions, ils ont besoin de consulter au téléphone si on ne peut pas faire autrement. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une période sur 2 ou 3 semaines où les choses sont allées très vite, mais où il a fallu faire preuve quand même, je pense, collectivement d'une très grande adaptabilité, puisque les informations arrivaient moi, tous les jours, on était obligé dans, je pense, chaque institution de faire des points tous les jours avec nos équipes pour dire, OK, ça y est, le décret est sorti, on peut coder. Alors, comment on code les consultations? Comment on connecte la téléconsultation? Alors, nous, on travaille avec un système Ortif. Comment on connecte ça à notre dossier médical institutionnel? Alors, au départ, ce n'était pas possible. Et puis, petit à petit, ça devient possible et ça va être mis en place. Et il y a vraiment à la fois des changements quotidiens, mais ce qui prévaut, c'est le service rendu et le sens que ça a. Donc moi, ce que je tirerais vraiment, peut-être, ce que j'aurais envie de garder comme élément vraiment clé de la mise en place de toute de ce soin clinique à distance, c'est que lorsque c'est utile et que ça fait du sens, tout le monde y va, y compris les patients d'ailleurs. Et on a beaucoup de patients âgés qui n'ont pas de connexion Internet, mais qui se sont débrouillés quand même pour se connecter à des systèmes qu'ils ne maîtrisaient pas ou qu'on a eu au téléphone. Et finalement, avec une qualité d'accompagnement qui était peut-être pas optimale, mais combien précieuse et combien utile finalement. Donc, c'est aussi l'idée de ne peut-être pas exiger pour commencer à téléconsulter d'avoir quelque chose de parfaitement huilé qui fonctionne à 360 degrés parfaitement, parce que là, on a bien vu que nous, on a téléconsulté, par exemple, avec 2 écrans, c'est-à-dire on avait sur un écran notre application vidéo pour voir le patient, et sur un autre écran, ou sur une multitude d'écrans d'ailleurs, notre système informatisé à la PHP avec la biologie, le dossier, etc. C'est pas grave, on a fait comme ça. On fera autrement quand ce sera possible, mais ces freins ont sauté et ça, c'est vraiment intéressant de le garder à l'esprit. On n'a pas besoin d'avoir des outils absolument super ultra perfectionnés pour que ça fonctionne. Après, évidemment, il y a des choses qui viennent en défaut. Peut-être la sécurité, évidemment, de la connexion, la sécurité du transfert d'informations, par exemple, transférer des ordonnances au moment de la téléconsultation. C'est évident que ça, c'est un facteur clé qui doit être absolument sécurisé. Concrètement, pour être honnête, on n'a pas tous été en situation de faire ça pendant la crise Covid. Et on sait bien à quel point c'est important. Mais petit à petit, les bugs ont été levés et les choses ont été rendues possibles. Donc, je crois que c'est vraiment le sens pour moi qui a porté la mise en place de ces outils finalement, et pour toutes les populations. Corinne, justement, puisque vous étiez sur Ouais. le terrain pendant toute cette période extrêmement inédite pour l'ensemble des professionnels de santé,
avez-vous le sentiment que le fait d'avoir eu besoin d'avoir accès à ces outils digitaux, est-ce qu'il y a une certaine agilité du coup pour cette mise à disposition avec toutes les réserves que vous avez parfaitement exprimées hein, sur la sécurisation des données, sur l'accessibilité, sur l'interopérabilité, mais est-ce que vous avez vécu en tous les cas cet effort de mettre à votre disposition les outils dont vous aviez besoin, dont les professionnels avaient besoin pour faire en sorte de répondre aux besoins de santé qui étaient dans un contexte d'urgence et de crise? De la part de nos interlocuteurs institutionnels et en dehors de la PHP avec qui on a travaillé, c'est clair que brutalement, il y a eu une disponibilité à 3000% de tout le monde pour résoudre les problèmes. Nous, on a aussi été très, comment dire, nous, on était déjà dans notre unité très impliqués sur un intérêt particulier pour la e-santé et on a cherché à aller au-devant des solutions. Et en fait, donc il y a vraiment eu une énergie, oui, je crois que ça a apporté les choses. C'est-à-dire que d'un seul coup, on pouvait bypasser un certain nombre de procédures pour avoir en direct le chef de projet qui pouvait nous répondre. Et je crois qu'il y a eu vraiment des efforts colossaux qui ont été faits avec des équipes administratives en interne et techniques qui ont été archi super ultra sollicitées et qui ont fait vraiment le maximum de ce qu'ils pouvaient faire, mais avec la volonté d'être efficace, une bienveillance. On n'a pas résolu tous les problèmes, mais on a trouvé des solutions. Ça, je pense que c'est important. On n'a pas pu résoudre comme on aurait voulu tous les problèmes, mais on a à chaque fois trouvé des solutions. Donc, vous avez trouvé que la complexité finalement du système, on va dire avant cette pandémie, du coup, s'est retrouvée finalement avec beaucoup plus d'accessibilité et de mise à la disposition des expertises métiers autour du centre quand même des préoccupations de tous les Disons qu'il y a un effondrement, Français. je pense, il y a un effondrement des préjugés, des idées préconçues et des freins potentiels qu'on a soi-même à mettre en place les choses. Et, et puis, finalement, la technique suit, c'est-à-dire, et si on n'y arrive pas, et si c'est pas simple d'avoir 2 écrans, bah, tant pis. Les soignants ont utilisé des solutions qui n'étaient pas forcément super confortables au départ, mais parce que c'était comme ça qu'il fallait faire pour rester en contact avec des patients qui en avaient besoin. Et je pense qu'en pratique de ville, c'est pareil, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au téléphone. On a tellement discuté dans les mois précédents de qu'est-ce qui serait idéal, est-ce que les gens vont pouvoir s'approprier les moyens techniques, est-ce qu'on va sécuriser suffisamment. C'est sûr que là, on a fait ce qu'on avait besoin de faire et ça nous a permis aussi de prendre conscience de ce qui était vraiment indispensable. Et tout le monde est bien d'accord qu'il faut sécuriser les données, mais c'est sûr que là, il y a eu quelques petites semaines où on a quand même échangé au téléphone, envoyé des ordonnances par mail, des trucs pas tout à fait bien sécurisés, mais parce que les gens en avaient besoin. Mais ce n'est pas grave, ça a permis, je pense, à la fois aux patients de mesurer l'importance vraiment cruciale de rester en contact avec leurs professionnels de santé. Ça a permis aux professionnels de santé de se rendre disponibles et nous, par exemple, on était dans un service qui ne recevait pas des patients Covid en hospitalisation, mais qui a été complètement mobilisé pour garder le contact avec des patients chroniques. Hein, donc, on est beaucoup dans le suivi chronique de patients. Et c'est vrai qu'on avait à la fois un peu la frustration de ne pas avoir l'impression de rendre le service numéro 1, qui était celui d'être en première ligne d'une réanimation, mais en même temps, on a très vite réalisé à quel point ce qu'on pouvait garder comme lien par le biais de ces outils avec des patients qui étaient chez eux et qui, même si on va y revenir après, peut-être ont eu beaucoup d'informations de qualité par d'autres canaux, avaient quand même besoin qu'on réponde à un certain nombre de questions et qu'on résolve un certain nombre de problématiques vraiment concrètes. Et en parlant justement d'accessibilité et de maintien de liens avec les patients, comment cela a été fait, notamment dans les déserts médicaux ou les zones un peu sous-dotées pour garder le lien avec les patients et assurer une continuité des soins et de prise en charge? Olivier, tu veux parler? Oui, je veux bien répondre là-dessus. Merci Olivier. De manière générale, on sait tous que compte tenu des freins qui ont été levés, en l'espace de quelques semaines, la téléconsultation de manière générale a explosé. Oui. Puisqu'on s'est retrouvé entre 500 000 et 1 million de téléconsultations par semaine, alors qu'on sait qu'à l'origine, en un an, on avait péniblement 60 000 sur l'année. On avait
En début d'année, on arrivait à 10 000 consultations par semaine. Donc, il y a eu bien entendu les patients, où qu'ils se trouvent, et compte tenu des freins qui ont été levés, qu'on vient d'évoquer, une accessibilité à la téléconsultation qui était possible. Ça, c'est, je dirais, le B2C, un business to consumer, c'est-à-dire je suis patient, je prends la main. Alors ça, c'est important. Ce n'est pas le médecin traitant qui, s'il a envie, s'il a moyen, tout, envoie un lien. C'est les patients qui, à leur demande, en désert médical ou éventuellement, alors désert médical au sens large, il faut être très précis, désert médical, ça peut être en rural, ça peut être dans les QPV, c'est pas exactement. Et là, dans le cadre de l'épidémie, on s'est trouvé en désert médical, oui, parce qu'il n'était pas possible, les patients ont fait le choix de ne pas y aller, donc ils se mettaient eux-mêmes en fait en situation de désert médical. Eh bien, dans ces cas de figure, ils ont pris la main et ils ont eu quelqu'un en ligne et ils ont pu faire la téléconsultation. On y reviendra tout à l'heure, des téléconsultations plutôt simples. Donc, sans, bien entendu, objets connectés qui permettent de mesurer les constantes. Mais au-delà de ça, je tiendrai quand même, c'est important, parce que les gens ne le savent pas obligatoirement, il y a eu, on y reviendra tout à l'heure, un rôle prépondérant des responsables territoriaux, et en particulier des départements et des communes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils avaient le choix pour les enfants, en particulier les 0-6 ans. Les départements ont la responsabilité des PMI en particulier, mais également des CPEF. C'est, pour faire simple, les anciens plannings familiaux. Donc, vous avez des gens qui étaient en difficulté. Vous aviez des femmes qui avaient besoin de poser un... Vous aviez des femmes qui avaient besoin éventuellement de faire une IVG médicamenteuse. Vous aviez des gamins, et c'était ça le choix en fonction des départements, qui devaient être vaccinés. Et en fait, ce qui s'est passé dans les déserts médicaux, au même titre que n'importe où, il y a des départements, dont je fais partie, qui fait la responsabilité sur le 78, donc sur les Yvelines et sur le 92, en particulier sur les Yvelines, de laisser la quasi-totalité de toutes les PMI ouvertes. Ce qui a permis on s'est concentré sur les consultations vaccinales, parce que je ne souhaitais pas que les gamins, en particulier 0-2 ans, soient à l'origine d'une épidémie infantile. Et là, ça aurait été catastrophique. Donc, c'est parce qu'on a une épidémie Covid qu'on doit pour autant laisser sur le côté les enfants 0-2 ans avec un risque d'épidémie qui aurait été vraiment un drame. Donc, tout a été ouvert. Et donc, dans les déserts médicaux, les PMI, en ce qui concerne par exemple mon département, étaient toutes ouvertes. Et ça a permis en effet de faire front. Justement, alors Olivier, puisque vous parlez de la question des territoires, et notamment de la responsabilité locale, hein, donc les élus, mais aussi les décideurs et les institutions sanitaires, et on n'oublie pas non plus les structures médico-sociales, hein, qui ont un rôle extrêmement important. Comment justement cette pandémie Covid a-t-elle permis de revoir finalement les logiques de parcours de prise en charge justement à l'échelle des territoires? Et puisque la thématique ce soir porte sur, je dirais, les nouvelles technologies, notamment l'e-santé, quel regard portez-vous, Olivier, justement, sur cette expérience que vous avez, puisque vous avez effectivement, je dirais, une réflexion sur le périmètre territorial. Alors, comment les choses, du coup, retrouvent un certain sens, finalement? Le sens des priorités, le sens des actions, et puis dans une perspective de performance, hein, puisque c'était quand même l'enjeu. Il fallait aller vite et être extrêmement efficient. Alors, on n'a pas complètement fini de répondre à la question de Nada sur l'impact sur les pratiques de e-santé, mais je réponds quand même à votre question. En fait, il y a eu une véritable, c'est pas une évolution, une véritable révolution dans le rôle des acteurs au niveau des instances. Absolument à tous les niveaux. Certes, l'OMS a failli, que les structures politiques nationales, elles n'ont pas été obligatoirement au rendez-vous sur certains points. En revanche, à mon avis, on y reviendra tout à l'heure, les structures des établissements de santé ont été parfaitement au rendez-vous. Et pour répondre à votre question, sur les structures de villes, et en particulier les collectivités, que ce soit les régions, que ce soit les départements, que ce soit les communes, en fait, quelque part, elles se sont substituées aux organisations nationales et régionales sanitaires majeures. Et en effet, il est intéressant, alors c'est pas, là il y a Covid et on en reparlera parce qu'on a fait énormément de choses qui ont été faites par rapport au Covid, mais votre question elle était plus générale, hein, d'après ce que j'ai compris, au niveau sanitaire.
Les départements, en général, ils se limitent à PMI, CPEF, les maisons médicales, les centres municipaux de santé, par exemple. Là, on était complètement sur des missions extra-légales. Alors, n'entendez pas sous ce terme-là qu'on ne fait pas les choses dans l'égalité, bien entendu. Et ce que j'appelle extra-légal, c'est-à-dire hors de leur mission classique. Bien sûr, une Je vous donne adaptation. quelques exemples. Oui, absolument. absolument. Quelques exemples qui ont été intéressants. Par exemple, on a anticipé les consignes. Quand je vous parlais de l'ouverture des PMI, CPEF, pour au moins les consultations vaccinales, on n'a pas attendu que les ARS nous donnent les consignes. Ça a été fait bien avant que ce soit fait. Et il y a eu des consignes qui ont été envoyées dans l'ensemble des établissements, des départements, pour que ce soit respecté. L'approvisionnement des masques, CHIR, FFP2, grand public, etc., vous savez très bien, on n'a pas arrêté de parler de ce sujet-là. L'organisation avec les pompiers, avec les laboratoires privés, avec notre propre personnel, des tests PCR dans les EHPAD, dans les résidences autonomie, dans les foyers de migrants, c'est qui les a fait? Distribuer des tablettes dans les EHPAD pour nos anciens qui restent en contact, pour qu'ils restent en contact avec leur famille et faire des téléconsultations sont favorisées. Qui les a fait? Organiser avec les libéraux, la CEPAM, l'ARS, les préfectures, le contact tracing, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà des exemples très concrets qui, en l'espace de quelques semaines, ont vraiment révolutionné la mission pratiquement des territoires. Et je pense, pour conclure sur ce sujet-là, c'est que dans l'avenir, maintenant que les acteurs ils ont goûté à leur rôle dans le sanitaire, il est fort probable que comme c'est une priorité pour les Français et pour les élus locaux, que les règles du jeu changent et que les collectivités prennent leur marque, et en particulier sur la prévention sanitaire et sur les déserts médicaux. Merci beaucoup, merci Olivier. Je laisse la parole à Nada pour une autre, autre question, parce que le temps avance, c'est passionnant, effectivement, mais bon, je crois qu'il y a tellement de sujets qui gravitent autour, donc Nada, je te laisse. Tout à fait. Alors, la question qui se pose est relativement à l'usage de la e-santé ou de la télémédecine, les téléstaff ou la téléexpertise pour les généralistes versus spécialistes. On a constaté que l'usage a été beaucoup plus massif pour les médecins généralistes que pour les spécialistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez cette vision, ou alors sur le terrain, peut-être que c'est différent? Et en quoi cela pourrait aider ou alors en quoi cela a aidé les prises en charge des spécialistes? Je te laisse commencer quand même. Oui. Vous parlez de la téléconsultation ou de la téléexpertise, Nada, tout confondu, les deux. Enfin, vraiment Je pense que c'est l'expérience qu'on a vécue ces dernières semaines a mis tout le monde au pied du mur. Je vois qu'on a certaines personnes qui nous écoutent, qui font part de leur expérience en téléconsultation. Quand on est chirurgien, qu'on fait de la téléconsultation, Hichem, qui nous dit moi j'ai besoin de la vidéo. Quand on suit des malades chroniques ou qu'on est médecin généraliste, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Mais en tout cas, tout le monde a essayé. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que chacun va pouvoir retrouver, nous, la réflexion qu'on a maintenant, c'est que les patients eux-mêmes, par exemple, nous, en tant que spécialistes en néphrologie, par exemple, pour répondre à votre question, on a énormément utilisé la téléconsultation pour plein de raisons. D'abord parce qu'on avait des malades particulièrement fragiles, donc il n'était pas question de les faire venir. Certains autres spécialistes ont eu des besoins différents, et en particulier quand on a besoin d'actes sur place, quand le passage à l'hôpital ou en centre de consultation est l'occasion d'un soin technique ou d'un soin chirurgical, voilà, c'est évidemment autre chose. Quand on peut prendre contact avec un patient à domicile, alors il y a aussi un sujet qui est très important, je crois, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est que dans cette affaire, on a quand même été en contact avec des outils de e-santé, avec des patients qu'on connaissait déjà, pour beaucoup. Alors, pas exclusivement, c'est-à-dire, moi, dans mon service, par exemple, il y a un de mes collègues qui a été hospitalisé avec le Covid, qui, heureusement, ça s'est bien passé, mais on a pris en charge ces patients, on a suivi ces patients. Donc, j'ai eu affaire à des patients que je ne connaissais pas. C'est beaucoup plus difficile, ça prend beaucoup plus de temps. Mais quand vous vous retrouvez en interface numérique pour essayer d'avancer sur un sujet médical avec une personne que vous connaissez déjà, dont vous avez un dossier que vous avez déjà vu, etc., ça vous permet assez rapidement finalement, cette expérience nous permet de classer maintenant, chacun pour soi, et sans doute par discipline, entre la médecine générale et les différentes spécialités, quelles sont les situations pour lesquelles la téléconsultation, par exemple, répond entièrement aux besoins,
et quelles sont les situations pour lesquelles on a besoin du présentiel. Et c'est un peu la réflexion, je trouve, qu'on peut avoir en ce moment, c'est de se dire, bon, bah, on a utilisé cet outil massivement dans un moment où ça s'imposait, et maintenant que tout le monde l'a essayé, qu'on a sauté dans le bain, voilà, bah maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, peut-être quelle serait la réflexion sur le bon usage de ces outils-là pour s'assurer que on l'utilise à bon escient. Et nous, on voit bien qu'un patient chronique est dans une situation de maladie rénale chronique stable et qu'on surveille et qu'on voit peut-être 2 fois par an, c'est assez raisonnable de se dire qu'une fois sur 2, on pourrait le voir en téléconsultation. Ce qui, dans un environnement comme l'Île-de-France, où les gens ont des déplacements énormes pour venir nous voir en consultation, est peut-être très avantageux. Et puis peut-être que quelqu'un d'autre, dans une autre spécialité, va dire, bah non, moi, les transplantés, par exemple, les personnes qui ont des greffes rénales, on les a laissés chez eux dans un premier temps et ça a été 100% téléconsultation au départ parce qu'il fallait qu'ils soient protégés, isolés en confinement. Ça fait partie des gens qui reviennent les premiers à l'hôpital, surtout les patients greffés assez peu de temps après la greffe. Pourquoi ? Parce que ce sont des patients qu'on a besoin d'examiner cliniquement à chaque consultation. Et donc, finalement, chaque spécialité au sein des patients qu'on prend en charge, je pense, va être capable, et peut-être il faudra l'écrire, y réfléchir, le formaliser, de préciser peut-être davantage des choses dont on avait moins perçu le détail, qui est la téléconsultation, pour quelle personne, à quel moment, avec quel bénéfice, etc. Et ça, c'est peut-être un travail qui va être à faire maintenant qu'une très grande majorité des professionnels en ont eu l'expérience. Ce qu'on constate, c'est une vraie prise de pouvoir et une réelle prise de conscience de la part des professionnels de santé, mais aussi des patients. Là, on voit qu'ils sont davantage impliqués dans leur parcours. Absolument. On voit réellement un patient action, comme disait mon grand ami Xavier Valin. Il est vraiment acteur de son propre parcours. Ils sont tellement acteurs, excusez-moi de vous couper, Nada, ils sont tellement acteurs qu'on a certains patients qui nous disent mais c'est bien votre truc là, la téléconsulte, là, on ne peut pas faire la visio encore une autre fois. Ils n'ont plus envie de venir à l'hôpital. Donc pour certains patients, honnêtement, il y a des situations dans lesquelles on est obligé d'expliquer pourquoi ce serait quand même bien peut-être que la prochaine fois qu'on prévoit un rendez-vous, qu'on puisse se voir en vrai. Parce que là, vous me racontez que vous avez les jambes un peu gonflées, etc. Mais moi, j'ai besoin de le voir à un moment donné. Donc, voilà. Et en effet, les gens nous expriment leurs ressentis, leurs bénéfices, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des gens qui disent je vous entends pas bien, je comprends pas, vous êtes qui, allô, c'est qui au téléphone. Donc, quand vous commencez comme ça une consultation avec des gens qui ont des handicaps, hein, oui. La téléconsultation, quand vous êtes sourd, vous entendez mal, c'est compliqué quand même à gérer. Il y a certainement des solutions à réfléchir. Voilà. Et il y a des gens qui se sentent à l'aise ou pas. Mais je pense que ça dépend des régions et que la question du déplacement, évidemment, alors dans la période de l'épidémie, beaucoup de gens avaient très peur de sortir de chez eux. Beaucoup de gens l'ont verbalisé, ça. Des patients qui entendaient dans les médias qu'ils étaient dans les catégories à risque disaient eux-mêmes, moi, je ne veux pas sortir de chez moi, je ne veux pas venir à l'hôpital. Et beaucoup de patients ont annulé eux-mêmes leurs rendez-vous médicaux. Il faut faire le marche arrière de cette situation-là et trouver le bon équilibre entre ceux qu'on doit absolument faire revenir maintenant et ceux qui peuvent rester chez eux, qu'on reverra plus tard en téléconsultation, en présentiel. Mais les avis, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le dites, Nada, c'est que l'avis du patient, de l'usager, a été exprimé, je trouve, beaucoup plus fortement dans cette affaire-là qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, moi, je voyais des patients en consultation, je leur disais rendez-vous dans 3 mois. Ça se discutait pas, en quelque sorte. On est d'accord qu'il y avait un suivi et les gens venaient, même si c'était loin, c'était compliqué, ça les fatiguait, etc. Ils venaient. Là, ils commencent à vous dire ah non, mais je suis pas obligé de venir, on peut faire au téléphone. C'est parce que quelque part, eux, ils y trouvent les réponses à leurs questions dans ces téléconsultations. Donc, il va falloir sans doute avoir un débat et se mettre d'accord sur les indications en intégrant les choix des patients. Tout à fait. Et en termes d'accompagnement, oui, Olivier, vous voulez peut-être rajouter, compléter. Oui, je voudrais même pour Corinne, ça vient des patients. De toute façon, en effet, le changement, on l'a vu au niveau historique sur le sujet de la e-santé au sens large, est venu des patients. Et au-delà de la téléconsulte, parce que c'est un peu l'objet, si vous voulez, de notre livre, justement, c'était de ne pas se limiter à la télémédecine, mais de montrer
l'univers extrêmement large de la e-santé, on a quand même un sujet majeur qui est l'éducation et la prévention en santé. Et là, également, pendant cette période de Covid, on a eu une transparence dans l'information qui a été communiquée, en particulier par les pouvoirs publics. Et ça, c'était très, très bien. On avait tous les jours l'information épidémiologique. Les gens se sont passionnés pour l'information épidémiologique actualisée chaque jour sur le nombre de cas, le nombre de patients hospitalisés, etc. On a discuté, en effet, des indicateurs. En tout cas, les gens ont partagé. Et on a eu de plus des supports comme l'Internet, qui devenait un support clé pour parler de ces sujets d'éducation en santé dans un contexte d'épidémie, et en particulier sur les pratiques de l'hygiène que les citoyens ont acquises et les solutions de leur maintien en bonne santé physique. Il y a un tas de MOOC, entre guillemets, sur le sujet. Mais il y a également eu un rôle des médias publics TV et radio, de type Médias de Mars, sur une information qui, on va dire, ne respectait pas toujours les règles. Peut-être Corinne, je sais que c'est un sujet auquel tu es assez sensible. Alors peut-être, oui, enfin c'est un sujet passionnant, c'est-à-dire que, juste pour vous donner un exemple, moi il y a 3 ans, avec une petite équipe, on a eu un petit financement pour créer un MOOC sur les maladies rénales. Les maladies rénales sont des maladies qui sont peu connues du grand public, elles ne sont pas tellement à la mode, hein, mais ça va venir. En tout cas, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un niveau d'éducation. Et moi, j'avais pensé un peu naïvement que le fait de mettre à disposition sur Internet un outil comme un MOOC qui donne des informations qui nous paraissaient pertinentes, qu'on a travaillé, mis en forme, etc., pour qu'elles soient accessibles grand public, des quiz, des jeux, enfin bref, sur la forme, ça a été travaillé. Mais en réalité, on a jeté une bouée à la mer qui n'a pas été finalement tellement relayée parce que le moment n'était pas opportun et parce qu'il n'y avait pas une demande pour ce type d'outil. Alors, bien entendu, notre MOOC, il a fonctionné, il continue à fonctionner, mais pas autant que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de me poser la question, mais après l'époque Covid, quand on va reproposer le MOOC, peut-être que le grand public et des personnes qui sont concernées vont s'approprier des outils numériques pour l'information et la prévention santé parce qu'ils ont navigué depuis 2 mois pour trouver des informations, mais c'est eux qui ont peut-être été à l'initiative de choisir où ils allaient chercher leurs informations. Donc le premier point, c'est encore une fois de revenir à l'usager, quel qu'il soit. Ce n'est pas parce qu'on a une offre d'information numérique en santé que forcément elle est utilisée. Et sans doute que cette expérience va nous permettre de promouvoir la prévention et l'information en santé tout à fait différemment, peut-être de co-construire d'ailleurs, ce qui serait beaucoup plus intéressant. Voilà, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu des initiatives absolument extraordinaires liées à l'anxiété portée par cette épidémie. C'est-à-dire que nous, on a eu beaucoup de patients et d'associations de patients qui se tournaient vers nous en disant « mais on voit à la télé qu'on est à risque, mais expliquez-nous vraiment, nous on veut des informations ». Les patients, ils veulent souvent des informations de la part de leurs équipes, de leurs professionnels. Ils veulent entendre de la bouche des gens en qui ils ont confiance, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, leurs médecins généralistes, etc. Ils veulent entendre de la bouche de leurs professionnels de santé les informations. Mais elles peuvent être numériques. Et du coup, ce qui s'est passé, pour donner un exemple en néphrologie, et c'est autant valable d'ailleurs pour les professionnels que pour les patients, on a commencé, nous, à travailler de façon hebdomadaire avec des MOOC de partage d'expérience, ce qui n'était absolument jamais fait. Toutes les semaines, la Société de néphrologie a relayé un MOOC dans lequel un collègue néphrologue de Marseille avait travaillé un sujet, nous présentait l'état des lieux. Il y avait un retour d'expérience des équipes les plus exposées à Strasbourg, dans l'Est de la France, etc. Et on a partagé comment vous faites, vous, ceci, combien vous avez eu de greffés comme ça. On a partagé nos expériences. Et très rapidement, on a mis en place, la Société Néphro a mis en place avec les associations de patients des séminaires 1 semaine sur 2. Une semaine, ces webinaires étaient destinés aux professionnels et la semaine suivante, ils étaient destinés aux patients. Parce que les associations de patients avaient un cruel besoin de pouvoir relayer des informations qui étaient portées par les référents professionnels avec lesquels ils travaillent. Donc, évidemment, tout ça va changer les habitudes. Et d'ailleurs, beaucoup d'interactions qu'on a avec les associations de patients continuent très naturellement sous forme de visioconférence. Donc, il est évident que là aussi, on va avoir une explosion des usages, mais que peut-être
et c'est un autre aspect de la question, quand on parle d'éducation à la santé, on s'attend à avoir d'abord un respect de l'éthique, de la communication, des droits des patients. On a des textes de loi, on a une manière d'accéder, enfin, de proposer de l'information qui est tout à fait professionnelle. Tout à fait. Et vous en parlez justement dans votre dernier ouvrage qui sera vraiment très complémentaire et où on trouvera beaucoup de réponses. Hein. Voilà, et donc c'est vrai que là, on a été un peu débordé par cette vague et on a eu des informations tous azimuts. Alors, bien entendu, il y a eu des choses très bien, des choses moins bien. Donc, une des questions qui me paraît moins importante, c'est si on utilise le numérique et des outils digitaux, quels qu'ils soient, les réseaux, les médias, etc., pour communiquer sur la prévention, il va falloir se poser la question de savoir comment on va faire pour garder la même qualité et puis respecter tous les principes que l'on peut avoir quand on conçoit par exemple un programme d'éducation thérapeutique. Il y a un cadre à la fois réglementaire, mais aussi éthique, mais aussi qualitatif qui est tout à fait respecté. Donc, c'est ça qui est intéressant maintenant, c'est de se dire il va falloir utiliser des outils qui permettent d'ouvrir très largement la connaissance, l'échange, l'accompagnement en ligne avec des outils numériques. Mais il va falloir se contraindre à essayer de garder un niveau de qualité, de secret médical. Voilà. Si on fait des zooms avec nos patients et que les patients parlent de leur par exemple, si on fait des séances d'information en ligne, c'est une question que de savoir la confidentialité des données qui sont échangées entre les patients, avec les professionnels. Il y a plein de questions qui se posent en fait concrètement. Tout à fait. Et dans la continuité de ces questions, justement, quels sont les enseignements à tirer? J'en profite pour avancer un petit peu et passer à la seconde partie. Quels sont les enseignements à tirer de cette expérience et de ce vécu et comment on peut renforcer davantage l'accès à la e-santé et la pérenniser après cette crise? Olivier. Tu veux prendre la main là-dessus? Avec plaisir. Le premier point, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est la révolution du jeu des acteurs au niveau des instances. Le deuxième point qui est important, je pense, en termes de tirer les enseignements, c'est absolument maintenir le cap sur la feuille de route, accélérer le virage numérique, donc piloté dans le cadre de Ma Santé 2022 et copiloté par Dominique Pont et Laura Le Tourneau, à la DNS. Et on a plutôt un message favorable puisque le Premier ministre, lorsqu'il a lancé Ma Santé 2022, a parlé, là j'en étais le premier surpris, de la modernisation par le numérique et a même évoqué deux points qui étaient l'exploitation des données et l'ENS, donc l'espace numérique de santé. Donc ça, c'est un point important en effet dans l'accélération. Et une autre accélération, c'est l'accélération en fait de tout l'écosystème de l'e-santé. On a les téléconsultations dont on a parlé. Il y a une question qu'on peut se poser pour les prochaines épidémies de grippe. Est-ce que le manque de vision ne pourrait pas être utile pour convaincre de l'intérêt du déploiement d'un déploiement rapide cet hiver, l'hiver prochain, économique, efficace pour un territoire plus large au niveau des soins primaires, sachant qu'on n'y a jamais pensé. Les patients, comme l'évoquait la Corinne à l'instant, les patients dans la communication, dans l'information, mais également les patients dans les prises de rendez-vous en ligne, mais également la préadministration en ligne. Pendant le Covid, il y a eu énormément d'enregistrements. Comme les patients ne pouvaient pas se déplacer pour de simples procédures administratives, en fait, les établissements ont accéléré la mise en place de l'admission en ligne. Donc, la numérisation des documents administratifs, vous savez, comme la carte d'identité, la carte vitale, les attestations mutuelles, les consentements, et ainsi que la réservation des services hôteliers. Et tout ça, ça a été fait. Donc, voilà un exemple de préadmission qui fluidifie le flux patient et qu'il faudrait absolument conserver. Mais il y a également l'hôpital numérique. Alors, l'hôpital numérique, il y a deux points. Il y a le programme Open qui permet d'accélérer, de faciliter les choses en donnant quand même des budgets et en cadrant également quand même le développement en e-santé que l'on souhaite, mais également un pan entier qui est, à notre avis, en tout cas bien oublié, qui est le médico-social. Avec ce qu'on a vécu, l'enfer, parce que je vous le dis, on a fait tous les tests sur 10 000 patients, je sais ce que c'est. L'enfer pour avoir de l'information dans les EHPAD, il est plus que urgent
d'avoir de l'information consolidée, valide, sérieuse dans le champ des établissements médico-sociaux et de les intégrer, bien entendu, sur un programme de Team Open parce qu'ils partent aujourd'hui de zéro. Il y a également peut-être, Corinne, à l'AP, d'autres enseignements peut-être sur l'enseignement et sur les expériences peut-être. Oui, bah sur l'enseignement, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé. Enfin, c'est beaucoup plus général que dans le champ de la santé, mais dans la médecine comme dans les autres universités, on a dû basculer du jour au lendemain d'enseignement présentiel à des enseignements numériques. Donc là aussi, ça se mettait en route doucement, etc. Mais je crois que ce qui est fondamental, c'est moi, je ressens finalement cette expérience de la e-santé comme une expérience qui change la nature des besoins ressentis. C'est quand on n'avait pas de frigidaire, on faisait autrement. Le jour où il y a eu un frigidaire possible, il n'est plus apparu à aucune personne ayant utilisé un frigo de ne pas en avoir un. Donc, bien entendu, la question est de savoir à quelle vitesse on va pouvoir continuer les développements techniques, etc. Parce qu'il va sans doute y avoir un petit ralentissement. J'ai du mal à imaginer que la pression qui a été mise sur des équipes opérationnelles pour déployer la téléconsultation, par exemple, dans la période Covid, elle ne va pas pouvoir tenir indéfiniment. Donc, il est assez probable que les choses se ralentissent un petit peu. Mais ce qui a fondamentalement changé, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut un frigidaire. Tout le monde, et nos étudiants à la fac de médecine, ça fait quand même un certain nombre d'années que on peut lire et qu'on nous explique qu'en 2050, il n'y aura plus d'université. Le bâtiment, la salle, l'amphithéâtre, qu'on travaillera autrement. Et je pense que ce passage-là est en train de se mettre en place. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ça vous paraît complètement délirant de vous trouver dans un wagon de métro collés les uns aux autres. On ne s'était jamais posé la question de la quantité de virus qu'on pouvait s'échanger dans des situations où on est en contact physique. Et d'un seul coup, brutalement, on se rend compte que d'abord, il n'y a pas d'obligation, on peut faire autrement. Ça marche aussi. Le niveau de satisfaction des usages est là parce que finalement, nos étudiants, nous, par exemple, aujourd'hui, pour ne citer qu'un petit exemple, on a repris les cours à nos étudiants hospitaliers dans le service. On a 2 grandes salles de staff. On aurait pu les installer tous avec des masques à distance. Mais on a quand même utilisé la visio et certains prennent le cours de chez eux, viennent à l'hôpital après. Et on utilise ces outils-là au quotidien. C'est rentrer dans des usages, ça n'en sortira plus. Donc, et vraiment, je pense que c'est de l'ordre du progrès. C'est de l'ordre du progrès vécu, ressenti, expérimenté par les usagers. Et dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la recherche, on n'en a pas parlé, mais dans le domaine de l'explosion des outils de recherche, ça ne viendrait plus à l'idée à personne de ne pas répondre à un appel à projet autrement qu'en ligne. Tous les outils numériques sont déployés très largement dans ce contexte et je pense que sur certains aspects, on ne reviendra pas en arrière. Justement, vous l'avez parfaitement bien décrit, Corinne et Olivier, dans votre ouvrage justement sur la e-santé en question, avec ce panorama justement de toutes les innovations actuelles et tous les développements pour accompagner la transformation de nos organisations. Alors, évidemment, la pandémie actuelle a constitué un levier d'accélération donc de ces changements. Alors, l'idée aujourd'hui est correspondant aux attentes à la fois des patients, des familles, des professionnels de santé, mais aussi de toutes celles et ceux qui concourent à l'optimisation des organisations à l'échelle des territoires. Pensez-vous, je m'adresse à Corinne et Olivier en même temps, on est dans le champ des perspectives parce que je n'ose pas aborder la question du plan Ségur de la santé qui est en train de pointer son horizon, alors sans être dans je dirais, dans des propos inappropriés, mais enfin, on sent qu'il y a des attentes très très fortes. Est-ce que vous pensez que la e-santé est un levier d'accélération pour permettre justement de renforcer, d'optimiser, de sécuriser et d'accompagner quelque part le patient dans, je dirais, sa trajectoire de parcours de sa prise en charge. Alors, je m'adresse à tous les deux. Alors peut-être Olivier dans un premier temps et puis Corinne juste ensuite. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Oui, parce que comment dire,
comment dire, le Ségur, en fait, l'important, c'est que le Ségur soit bien le Ségur santé et ne soit pas le Ségur de l'hôpital public. Je jette peut-être un pavé dans la mare. Oui, oui. On reste prudent, mais vous avez parfaitement raison. Des une logique Voilà. écosystème, hein. Écosystème, bien Absolument. sûr, bien sûr. Parce qu'en effet, si après tout ce qu'on a vécu, ça devient le Ségur de l'hôpital public, on aura tout simplement raté une belle occasion de transformation en effet de notre système de santé. Alors profitons, Olivier, j'en profite parce qu'on a la chance d'avoir des participants qui représentent tout l'écosystème, public, privé, libéral, la médecine de ville, les startups, les entreprises, l'industrie pharmaceutique, les officines, les usagers, les organismes de formation, bref, tout le monde est là pour vous écouter justement sur l'intérêt de prendre en compte finalement la santé au sens très très large du terme, puisque ça concerne tous les acteurs. Là, je vous laisse poursuivre. Absolument, absolument. Oui, parce que finalement, ce qu'on a vu, c'est que tout le monde dans cette expérience-là a bossé ensemble. Ouais. Et je crois que c'est important de l'entendre. C'est les hôpitaux publics en interne, les hôpitaux privés en interne, les hôpitaux publics avec les publics, les privés avec les privés, les publics avec les privés, les collectivités avec les instances, avec les hôpitaux également publics et privés, les startups. Vous voyez, l'ensemble, que vous appelez l'écosystème de l'e-santé, a été concerné et on a prouvé pendant cette période-là que finalement nous étions une société agile. Alors, là, le point important, c'est que beaucoup, et c'est là que ça rejoint votre question sur les Ségur et en particulier la partie numérique, c'est que beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives en France et ailleurs se sont multipliées grâce à l'expertise, à la créativité, à toute l'énergie et l'engagement qui est déployé par tous, que je viens d'évoquer. Oui, ils ont été déployés à une vitesse grand V, mais une chose est certaine, c'est que ceci s'est fait sans une coordination, une mutualisation des ressources et des compétences. Il suffit de voir le nombre de systèmes de télésuivi, de téléparcours qui ont émergé en l'espace de quelques semaines pour s'en rendre compte. Donc, cette crise a mis en lumière, quand même, au-delà des initiatives des uns et des autres, un véritable besoin d'une gouvernance en e-santé, des nécessaires fondations du numérique et santé qui sont portées par l'État et la DNS, et qui auraient permis peut-être, si, on ne refait pas l'histoire, si en effet, on va dire, l'épidémie est arrivée après, ou que le travail avait été avant, je l'aurais plutôt vu comme ça, eh bien on aurait un effet de levier absolument fantastique, parce qu'on est quand même aujourd'hui, lorsqu'on a essayé de définir, d'arriver à identifier un parcours de soins d'un patient, ça a été quand même l'enfer. On a des initiatives sans espace numérique de santé, donc ça va un petit peu dans tous les sens. Donc il est absolument nécessaire pour les épidémies futures, à minima, qu'on ait tous les outils, DMP, Amélie, messagerie sécurisée, agenda, outils de télémédecine, portail patient, etc. Tout ça sur une plateforme pour que les énergies soient canalisées, en fait. Olivier, il suffisait de demander, puisque nous avons Dr Jacques Lucas qui est justement présent et qui lève la main pour intervenir. Donc, je pense qu'il aura une question ou un commentaire. Oui. Bonsoir, cher docteur. Merci de m'accueillir. J'arrive d'ailleurs un peu en retard, car j'étais en réunion préalablement avec la DNS et l'Académie nationale de médecine et Cédric Villani. Oui. Je pense que cette crise a finalement levé des résistances. Oui. Et on a vu du côté des professionnels, beaucoup de médecins en particulier, qui étaient un peu réfractaires en mettant en avant des très grands principes sur la chaleur humaine, l'empathie, l'examen clinique, tout ça, qui sont très justes, mais qui étaient en fait des facteurs de résistance, ou la protection des données. Et là, quand la maison brûle, on ne cherche pas quelle est la norme du tuyau. On arrose l'incendie avec de l'eau, quel que soit le tuyau, s'il est bien normé, s'il est qualifié pour éteindre les incendies ou pas. Et donc, je crois que c'est la grande leçon. Ceci étant, en matière de téléconsultation, on a vu, et à juste titre d'ailleurs, le ministre dit, mais même par téléphone, vous pouvez faire des téléconsultations.
ce qui était quand même un peu régressé par rapport à la téléconsultation avec une visio où on voit le patient. On a également dit que les téléconsultations, c'est appliqué au Covid d'une manière générale, c'est-à-dire que vous soyez connu par votre médecin ou que vous ne soyez pas connu, vous pouvez avoir recours à des plateformes où le médecin et où le patient ne se connaissent pas. C'est très différent en matière, par exemple, de pathologie rénale, où je ne pense pas qu'on va faire une téléconsultation pour une colique néphrétique, pour une hématurie macroscopique. En revanche, pour le suivi d'une pathologie rénale au long cours, ça peut éventuellement se faire, et pour toutes les pathologies chroniques. Donc maintenant, au niveau de la gouvernance, pour ce qui concerne la télémédecine, il va savoir où il faut placer le curseur. Préalablement, les règles, les normes que j'ai évoquées étaient manifestement excessives. Et c'est la raison pour laquelle, en plus, il n'y avait pas de rémunération dédiée pour ce qui concerne le secteur libéral. Mais c'était une raison pour laquelle ça ne s'était pas véritablement développé, ça restait encore un peu confidentiel. On voit donc bien qu'entre l'excès de normes et l'absence totale de normes, il faut trouver un juste milieu. Et ce juste milieu va peut-être se faire par l'intervention des conseils nationaux professionnels. Je crois que la plupart des auditeurs ou auditrices savent ce que c'est qu'un conseil national professionnel, c'est que par spécialité, chaque spécialité est organisée en conseil national professionnel afin de faire des recommandations qui pourraient avoir, enfin qui n'auraient pas une valeur opposable sur le plan juridique, mais des recommandations sur le bon usage de la téléconsultation dans la prise en charge des pathologies. Et cela sera une façon de lever les dernières résistances encore de la part des professionnels de santé. Je pense en particulier aux professionnels libéraux qui sont un peu tétanisés sur la responsabilité mise en cause à partir du moment où ils n'auront pas procédé à un examen clinique. Donc il faut quelque part les rassurer, comme si, ne serait-ce qu'en leur disant que quand un patient appelle le centre 15, il n'y a pas d'examen clinique et d'une manière générale, le patient reçoit le secours approprié, même s'il y a eu des accidents au centre 15, mais il y a aussi des accidents après les examens physiques. Et le deuxième élément, et j'en aurais terminé, c'est qu'on a vu fleurir un grand nombre d'applications qui ont été téléchargées. Maladie-coronavirus.fr, par exemple, qui permettait de fixer une conduite à tenir à une personne inquiète, qui rentrait donc dans un algorithme à peu près intelligent un certain nombre de données simples, et on lui disait à la fin, eh bien, restez tranquille chez vous, il n'y a pas, voilà, c'est pas très grave. Si votre situation évolue, refaites éventuellement le test ou appelez votre médecin, ou qui lui disait aussi, vous êtes une personne fragile, vous êtes une personne à risque, allez consulter assez rapidement. Et qu'un grand nombre de patients, finalement, se sont appropriés cette médecine algorithmique qui était en quelque sorte un centre 15 numérique à partir de questions normées. Et enfin, j'entendais Olivier Babinet louer la délégation numérique en santé et le ministre et le Premier ministre, et je ne doute pas que le virage numérique porté dans le plan Ma Santé 2022 va être boosté par ce qui vient de se passer. En tout cas, je peux vous dire, je me présente par ailleurs, je suis président de l'Agence du numérique en santé, et on a dit que c'était le bras armé de la délégation. J'aime pas trop le bras armé parce que ça fait quand même un peu véhément. Il faut bien construire les référentiels, il faut bien que l'identifiant national de santé vienne, il faut bien qu'il y ait une interopérabilité entre les systèmes, et c'est donc l'agence qui est chargée de cela. Voilà les quelques propos que je voulais apporter au débat. Enfin, voilà, puisque le débat, il peut y avoir autour de tout cela. Merci beaucoup de votre intervention. Oui. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Corinne. Justement, votre regard, et encore une fois, on est vraiment dans une perspective humaine dans un contexte du développement des nouvelles technologies. Je voulais souligner deux choses qu'on n'a peut-être pas encore abordées. La première, qui est l'exemple de la plateforme Covidom,
mais sous l'angle de la coordination des soins ville-hôpital. Ça fait à peu près 2 siècles qu'on essaye de faire en sorte que l'hôpital et la ville travaillent ensemble. Et finalement, moi, c'est mon expérience, parce que j'ai fait des vacations, j'étais volontaire pour faire des vacations sur cette plateforme. Et à propos de cette expérience, donc, bon, tout le monde, j'imagine, sait de quoi il s'agit. C'est une plateforme de télésuivi qui a été mise en place pour pouvoir contacter au domicile les patients qui étaient suspects ou confirmés avec une infection Covid. Et en fait, les patients recevaient des alertes chez eux par mail, 1 ou 2 fois par jour, en fonction de leur état clinique de départ. Et ils étaient contactés en fonction de ce qu'ils renseignaient comme information. Et donc, ça a été vraiment très riche d'enseignements. Pourquoi ? Parce que cette plateforme qui, au départ, était un outil de télésuivi pour les maladies chroniques qui était en train d'être mis en place par la société Nouvéal avec l'assistance publique, a explosé d'un seul coup comme un outil qui a été mis à disposition de la ville et de l'hôpital. Et en réalité, pour la première fois de ma vie, je me suis trouvée à suivre un patient. J'ai un exemple tout à fait clair en tête d'un jeune patient de 40 ans qui est resté chez lui, mais qui a une forme assez grave de Covid à domicile, pour lequel on a tout à fait collaboré avec son médecin généraliste, qui avait autant que moi accès à la plateforme, qui voyait les alertes de la même façon. Et finalement, j'aurais envie de dire que un magnifique exemple de collaboration ville-hôpital a été porté par une plateforme numérique de télésuivi. Donc, peut-être il faut réfléchir à ça. Ça ne veut pas dire que c'est le numérique qui fait tout, mais ça veut dire que ce qui fait tout, c'est le sens et l'utilité pour le patient, et que là, les gens travaillent ensemble. Et le deuxième élément de réponse que je voulais apporter à votre question, Jean-Luc, tout à l'heure, moi, il me semble que le numérique en santé, c'est fondamentalement un élément de qualité des soins, parce que ça répond aujourd'hui, dans notre société, vous n'avez plus envie d'aller faire la queue pendant 3 heures au guichet pour vous acheter un billet de train. Vous n'avez plus envie d'aller dans une agence SNCF. Vous n'avez presque plus envie d'aller à la banque parce que vous faites tout en ligne. Eh bien, la qualité de vie d'un citoyen aujourd'hui, c'est d'avoir accès à une qualité de médecine à travers des outils numériques qui ont une fonctionnalité qui, tout simplement, lui facilite la vie. Et au-delà de ça, pour finir, ça c'est un point qui me tient particulièrement à cœur dans d'autres activités que je développe à l'hôpital, c'est le caractère, l'humanisation de la relation. Voilà, et honnêtement, si ceux qui ne sont pas convaincus n'ont qu'à prendre des vacations sur la plateforme Covidom. Quand vous êtes derrière des alertes et que vous téléphonez aux gens chez eux et que vous dites « Allô, bonjour, je suis médecin à la plateforme Covidom, j'appelle pour savoir comment vous allez ». Eh bien, vous n'imaginez pas ce que les gens sont rassurés. Ils ont au bout du fil quelqu'un qui a fait un numéro, qui est sur une plateforme et qui téléphone pour savoir comment ça va, qui téléphone plusieurs fois par jour, qui donne des conseils, qui rassure, qui conseille éventuellement d'aller voir le médecin traitant, qui explique à la personne comment on mesure sa fréquence respiratoire, parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent mesurer leur fréquence respiratoire. On découvre des choses. Et donc là, vous sentez que l'humanité de la relation de soins, elle est là aussi. C'est-à-dire, je suis là pour vous, je suis peut-être derrière mon écran ou au téléphone, mais je suis présent et je suis là pour vous. Et ça, vraiment, moi, je crois qu'il faut l'avoir vécu pour en être convaincu. On apporte vraiment quelque chose en termes d'humanité. Corinne, est-ce qu'on peut dire comme le virus, la e-santé n'a pas de frontières, n'a plus de frontières dans le rapprochement entre le professionnel et le patient? Les frontières physiques tombent. À partir de moi, les premières expériences qu'on a eues avec le MOOC sur les maladies rénales, ça a été d'avoir des retours d'expérience de personnes qui étaient dans les pays du Maghreb, en Afrique francophone. Et en fait, quand on regarde la carte sur laquelle on peut positionner toutes les personnes qui sont inscrites à notre MOOC, on se rend compte qu'une grosse moitié des gens qui étaient inscrits n'étaient pas du tout en France. Et donc ça, c'est magnifique parce que à la fois, et ça marche dans les deux sens. Nous, on peut donner de l'information, on peut partager des choses, mais on a du retour d'expérience qui dépasse complètement, largement notre société, notre système de santé, notre pays. Merci beaucoup, Corinne, c'est top. Olivier, une portée internationale parce que nous avons des participants de l'international qui s'interrogent beaucoup quand même sur l'expérience française et en toute humilité, comment la e-santé peut-elle s'inscrire dans une perspective, je dirais, à l'aune de ce qui se passe un petit peu à l'échelle internationale. Alors, vous en avez parlé tous les deux dans votre ouvrage. Est-ce que, Olivier, pour conclure, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes et on vous redonnera la parole également, Corinne, pour donner les éléments essentiels, mais à l'échelle internationale, comment les choses peuvent, je dirais, s'inscrire finalement? Quelle dimension la e-santé peut avoir à l'échelle internationale? Olivier.
elle a une dimension très importante, essentielle. D'abord, au niveau des instances internationales. Il est important que l'OMS se dote d'outils internationaux qui soient utiles, qui soient performants, un peu supérieurs à ce qui existe actuellement. Et une des questions qu'on pourrait se poser, qui pourrait éventuellement faire frémir certains des participants, c'est est-ce que, au niveau mondial, parce que là on est au niveau de la planète, est-ce que les GAFA, qui ont été au demeurant bien absents pendant cette épidémie, est-ce qu'ils auraient un rôle à jouer pour cette vision épidémique au Conseil au niveau mondial, pour aider les instances à avoir une bonne visibilité? La deuxième partie au niveau mondial, c'est comment dire, il y a les États et il y a l'humanitaire, on va dire. Si on prend les États, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. On voit déjà dans les zones du Nord, à l'intérieur de nos pays, mais également dans l'échange Nord-Nord entre les différents pays. Et on a vu que malheureusement, en e-santé, on n'a pas pris l'expérience vécue par nos voisins, tout simplement en Europe, pour ne pas parler bien entendu de l'expérience qu'il y a eu en Chine. Mais également, il y a l'expérience Nord-Sud. C'est qu'il est essentiel d'arriver à partager avec les pays du Sud l'expérience qu'on a eue et notre système de e-santé. Alors, bien entendu, il y a au moins deux limites. C'est respecter le cadre réglementaire dans lequel la e-santé s'exerce et donc de tenir compte des limites qui sont instituées dans chacun des pays. Et la deuxième limite, ce sont les moyens financiers qui sont quand même en e-santé assez importants, pas toujours faciles à débloquer dans certains pays et qui limitera certainement pendant une part de temps l'accès à la e-santé pour certains pays. Et en particulier, il y a un sujet majeur qui est la connexion Internet, qui est compliqué. Nada parlait tout à l'heure des déserts médicaux, mais regardons à l'échelle de la planète. Les déserts médicaux, ça pose un grave problème. J'en parle d'autant plus que j'ai travaillé en tant qu'expert sur la Banque mondiale et la Banque africaine de développement et la Banque interaméricaine de développement dans tous ces pays, tout l'hémisphère sud de la planète. Et je sais dans quelle situation ils sont et la complexité qu'on a en termes de moyens. En revanche, l'intérêt qu'il y a, c'est que la grande majorité aujourd'hui des citoyens dans l'hémisphère sud de la planète sont connectés, ont des mobiles, malheureusement avec plutôt du 3G ou du 2G que du 4G, bien entendu. Et malheureusement, pour avoir des connexions à la e-santé dignes de ce nom, il faut quand même arriver à la 4G, voire à la 5G. Et dans ce sens, qu'attendez-vous des éditeurs ou peut-être des industriels pour améliorer ça et généraliser peut-être à l'échelle mondiale ou même nationale cette e-santé? Corinne, je te laisse. C'est une excellente question. On a besoin de faciliter des technologies interopérables, faciles, des usages faciles, de manière à pouvoir déployer l'accès à l'Internet de manière tout à fait internationale avec un minimum de moyens. On y arrivera certainement, mais on a aussi besoin d'une accélération sans doute dans ce domaine-là. Mais en vous écoutant, je me disais que finalement, il y a peut-être déjà 20 ans, quand l'Internet a commencé à s'ouvrir et qu'on a eu des perspectives de partage de la connaissance, la Khan Academy, on a commencé à réfléchir à l'Internet comme un outil merveilleux de partage sur l'ensemble de la planète, de partage de ressources en termes de connaissances. Et je ne vois pas pourquoi on ne verrait pas le numérique en santé et la e-santé comme également une solution qui permette de rééquilibrer et de partager. Moi, je trouve que ne serait-ce qu'en éducation à la santé. Alors évidemment, les ressources locales, les moyens locaux vont être différents dans chaque partie de la planète. Mais en tout cas, il y a toute une partie qui peut être partagée avec une simple connexion. Et malgré ce qu'Olivier a dit, il y a des limitations techniques et des accessibilités différentes suivant les pays. Mais quand même, dans beaucoup de pays qui n'ont pas les ressources nécessaires pour soigner leurs patients comme on peut le faire en France, ils ont quand même des lieux où il y a Internet. Et le fait d'avoir une connexion permet d'avoir accès à la connaissance, à l'éducation à la santé, à un autodiagnostic, etc. Et ça, c'est quand même d'une certaine façon
c'est une façon de partager des choses, de partager la santé sur la planète. Et ça rejoint complètement la perspective qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rêver au début quand l'Internet a été créé, finalement. Exactement, et c'est une belle conclusion. C'est un très beau mot de conclusion. Merci encore. Merci à vous. Juste, Nada, quand même un point important, juste pour conclure faire la conclusion de la conclusion. Oui. En quelques mots, Olivier, puisque en quelques mots. Tout se trouve dans votre ouvrage. Ouais. Donc en quelques mots. Par rapport à ce qu'on vient de vivre, il y a quand même des principes qui se sont vérifiés, que je souhaite, c'est un message important quand même qu'on souhaite faire passer. Oui. Le danger, le risque, que moi j'appelais pendant très longtemps ce qu'on appelle le dragon dans l'environnement, ici c'est un enjeu vital, est un catalyseur majeur du changement. Deuxièmement, que la notion de délai est très importante. Il n'est pas nécessaire de se vautrer dans le délai pour innover, pour se remettre en cause. C'est le sens. Voilà. Corinne l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. La perfection, ce n'est pas un facteur clé de succès. On est en situation de danger, on peut faire rapidement, on se limite à l'essentiel et c'est parfait. Et ce que dit Corinne, en effet, donner du sens. Mais... Donner du sens, c'est la source intrinsèque du dépassement de soi. Les gens qui se sont vraiment engagés, c'est parce que, en effet, ils avaient du sens derrière et donc ils se sont engagés de manière très, très importante. Et bien entendu, tout ça dans un cadre éthique pour éviter les débordements. C'est vrai que la e-santé est un bel exemple de prise de risque et de prise d'initiative que les professionnels de santé ont prise durant cette crise et ça a donné de bons résultats à pérenniser. Donc, je pense que c'est le message fort qu'il faudra garder en tête, c'est que ce sont des bonnes initiatives à garder après la crise pour garder cette dynamique aussi de terrain et ce lien avec les patients. Un grand merci, chère Corinne et cher Olivier, de cette brillante intervention. Merci de votre présence. Merci Jean-Luc et à managersanté.com. Merci Nada, merci Corinne, merci Olivier, merci à l'ensemble des participants très nombreux, très diversifiés et très engagés également. Merci à tous de votre présence. Merci à vous deux et merci à tous les participants. Très bonne soirée à vous et retrouvez le replay. N'hésitez pas à le retrouver sur la chaîne YouTube de managersanté.com. Je vois que Jean-Luc a adoré la lecture de votre livre. Oui, tout à fait. Merci pour votre accueil. Il se lit très très bien. Voilà, il se lit très bien. Merci de votre enthousiasme. Excellente soirée à vous, chers experts, et très bonne soirée à tous les participants. À très bientôt. Merci.